douter que c'est absolument pas le cas, que c'est peut-être la fin d'un monde, que c'est un monde qui évolue, mais que c'est pas obligatoirement la fin de tout, que ça peut être autre chose, en bien ou en mal. Voilà pour la petite introduction. Je vais commencer par Sophie. On va d'abord parler de ton dernier roman Obsolète. Donc Sophie Loubière qui écrit des romans depuis 25 ans. Toute la palette du noir, on peut dire ça. Hein. La palette la plus large du noir. Romancière, tu as été journaliste, productrice radio. Tu as fait des fictions radiophoniques pendant très longtemps sur des histoires noires. Et donc ton dernier roman Obsolète est sorti cette année. Puis si je devais en citer un, j'en ai pris un parce que je l'aime beaucoup. C'est À la mesure de nos silences qui est en poche, qui est sorti l'année dernière, je crois. Même s'il date de 2014, on a eu un peu de mal à sortir en poche, mais il le mérite vraiment. Voilà, je vais le citer. Sophie, on va d'abord donc parler d'Obsolète. Tu nous racontes une période importante et marquante de la vie d'une femme, et tu as décidé de placer cette période dans une vision futuriste. Ça te permet de présenter un peu ton roman et ce qu'on peut y trouver. Oui, alors Obsolète, comme son nom l'indique, évoque ce que devient la femme après 50 ans. Alors évidemment, je schématise, mais grosso modo, aujourd'hui, en 2024, les femmes qui ont passé le cap, c'est quelque chose qu'elles vont vivre brutalement ou progressivement. C'est-à-dire ce sentiment que soudain, on nous a un peu mis à part, où on a décidé qu'après tel âge, après la ménopause, eh bien, on rentrait dans la catégorie mamie gâteau. Et d'ailleurs, les algorithmes sur Facebook ou Instagram nous envoient régulièrement des publicités nous montrant une mamie avec un chignon, des cheveux gris, en train de faire son sport, comme ça, sur une chaîne. Donc ça nous dit bien dans quel état physique on est censé être et ce qu'on est censé attendre de la vie. Donc on a des pubs pour la fête des grands-mères et des tisanes. Évidemment, on n'est pas du tout ça ne correspond pas à ce qu'on est. On est des femmes toujours les mêmes qu'avant 50 ans. On est même encore plus chaudes, pardon, parce qu'on a des bouffées de chaleur. Et surtout, on a toujours une vie de femme, une vie sexuelle, une vie amoureuse. Et surtout, on a une vie professionnelle très intense, puisqu'on est un peu au sommet de la quintessence de tout ce qu'on a pu gagner en confiance en nous, en expérience professionnelle. Donc on est au top. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on nous prend notre CV et qu'on nous met sous la pile. À ça s'ajoute cette fameuse petite phrase de Yann Wax en 2019 qui était de nous dire qu'après 50 ans, de son point de vue, les femmes n'avaient plus aucun attrait physique, que leur corps n'était pas extraordinaire du tout, comparé au corps d'une femme de 25 ans, et qu'à ses yeux, une femme de 50 ans était invisible. Et cette phrase, elle a vraiment trotté dans ma tête, au point que j'ai imaginé, en marchant dans la rue, supprimer toutes les femmes de plus de 50 ans que je croisais. Et c'est ça qui a fait germer l'idée de créer une dystopie dans laquelle, lorsque les femmes atteignent cet âge, eh bien, elles sont retirées de leur foyer pour être remplacées par des femmes plus jeunes, encore capables de procréer. Alors effectivement, ça semble hyper violent comme ça semble intéressant pour certains hommes, pas pour d'autres, qui aiment leurs femmes très sincèrement. Et c'est le cas du mari de Keane, qui a beaucoup de mal à accepter qu'on lui retire son épouse. Donc c'est un roman qui se passe en 2224 où on a mis en place ce système qu'on appelle le grand recyclage, et toutes ces dames qui sont écartées d'un foyer, eh bien, elles vont être envoyées dans un lieu tenu secret qui s'appelle le domaine des Hautes Plaines. Elle parle de leur plaine. Oui, puisque c'est systémique, ça a été mis en place depuis plusieurs années, depuis au moins 150 ans. Parce que l'humanité est en voie d'extinction en 2224, et c'est pas parce que j'ai envie qu'on soit en voie d'extinction, c'est parce que c'est vers ce quoi nous allons, que ce soit à cause du réchauffement climatique, de toutes ces catastrophes liées au climat qu'on subit actuellement, que ce soit des typhons, des tremblements de terre, des montées des eaux, des coulées de bourgs, des déplacements de population qu'on laisse mourir sur les plages du Pas-de-Calais, et puis des problèmes de fertilité qui sont liés à la pollution, et notamment
partir d'acteurs endocriniens qui engendrent aujourd'hui une féminisation du fœtus chez l'homme et l'animal. Cette féminisation, elle crée quoi? Un déséquilibre au niveau de la population, trop de naissances de petites filles, trop de naissances de petits garçons avec des malformations qui ne permettent plus à ces petits garçons de pouvoir se reproduire. Donc en 2224, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a surtout pas assez d'hommes capables de faire des bébés, et il y a trop de femmes. Donc l'idée, c'est très tôt de préparer les enfants, les petits garçons, les petites filles, à ce que sera leur vie plus tard, et cette obligation faite aux femmes, qui sont aussi des mères, des sœurs, des tantes, et bien d'abandonner tout lorsqu'elles ont 50 ans. Tu le racontes de manière très singulière, tu ne tombes ni dans la facilité, ni dans le catastrophisme. Tu cherches toujours quand même si on est très loin dans le futur, à rester crédible. Et tu as beaucoup travaillé sur cette partie. Oui, c'est 3 ans de recherche, de documentation scientifique, de documentation sociologique, puisque j'ai aussi refait toute l'histoire de la femme depuis la préhistoire, et notamment comment l'homme, à partir de la sédentarisation, a pris le dessus. À partir du moment où on a commencé à dominer la nature, et bien l'homme s'est sédentarisé, a commencé à cultiver la terre, et de cette façon, il a dressé des palissades pour protéger sa famille, notamment les femmes qui mettaient au monde des enfants. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés enfermés dans un rôle qui n'était pas le nôtre au début, puisqu'au début, eh bien, nous chassions avec les hommes, et ça on ne le savait pas, c'est ce que je raconte dans le livre. Au début, les archéologues, c'est surtout des hommes. Donc des hommes qui, à la maison, ont une femme, qui a une bonne, éventuellement, qui sert parfois à monsieur quand il a des petites envies, et puis qui fait à manger. Donc quand il va explorer une grotte, et notamment les empreintes, les palmaires qu'il y a sous les fresques, il va se dire tout de suite, ah mais c'est des hommes qui empruntent tout ça, c'est normal, c'est des hommes qui chassent. Et les femmes, elles sont à l'intérieur de la grotte, elles s'occupent de la soupe et des enfants. Et puis après, on a eu les archéologues femmes, et puis on a eu des gens un peu intelligents qui ont fait une analyse de la forme des mains qui étaient sur les grottes, sur les parois, et on s'est aperçu qu'il y avait des mains de femmes, puisqu'on n'a pas du tout la même forme de pouce. Donc les femmes chassaient avec les hommes, nous étions égaux, simplement les hommes étaient beaucoup plus costauds que nous, donc ils allaient au-devant des bêtes, du gibier, et plutôt aller dans une attaque frontale, et nous on rabattait, parce qu'on courait, on était très, très légère, on courait et on rabattait le gibier. Donc ça fait partie des choses que je raconte dans ce livre pour replacer la femme dans un contexte. C'est pas un roman féministe, c'est pas un roman contre les hommes, c'est un roman avec les hommes, un roman d'amour où il est vraiment clairement dit que le but c'est de s'aimer, il n'y a pas de prise de pouvoir dans ce livre, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a pas de grand méchant, il n'y a pas de domination. C'est un roman engagé, mais c'est engagé pour l'humanité. Comme tu dis, c'est pas engagé pour juste les femmes, c'est un roman, mais ça reste un roman engagé. Oui, parce qu'on a un gros problème avec le féminisme, c'est que systématiquement il est pointé du doigt comme si on voulait prendre le pouvoir aux hommes. Parce qu'à partir du moment où on veut être l'égal de l'homme, comme l'homme a le pouvoir, ça veut dire qu'on veut le pouvoir. Logique. Ben non, nous on s'en fout en fait, le pouvoir ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que les décisions les prennent ensemble, qu'on vive ensemble. Et c'est ça qui est compliqué pour la société masculine, c'est que depuis toujours, l'homme se distingue par la possession, le pouvoir, et il est construit, l'homme est constitutif de ça, du pouvoir. Donc à partir du moment où on retire cette idée qu'il faut posséder quelque chose, il faut être au-dessus de quelque chose, si on se dit, ben non, on est tous égaux, ça devient aussi une société qui soit à la fois, qui soit totalement égale et possible. C'est une utopie, en fait, obsolète. C'est en partie une utopie. Oui, en partie. Une utopie réaliste, du coup, il y a du blanc, du noir, il y a beaucoup de gris. Oui, le gris, c'est effectivement cette société presque idéale, mais qui n'arrive pas à juguler la surreprésentation des femmes. C'est aussi une société qui est totalement dépendante des corps.
En 2224, nos corps vieillissants seront encore plus fragilisés par ces perturbateurs endocriniens qui seront, c'est le cas aujourd'hui, dans l'air, dans la terre, dans l'eau, et on aura beaucoup moins de territoire habitable. Il fera très très chaud, on aura souvent 50 degrés dehors, donc on a changé notre habitat, on s'est adapté, on vit plutôt très tôt le matin, tard le soir. Mais surtout, on est dans un monde où les hommes, après 70 ans, ont périclite totalement, et les femmes un peu plus tôt. C'est évidemment leur système hormonal qui fait qu'à la ménopause, tout se complique pour elles. Mais quand je dis ça, je parle de ma meilleure amie qui a 53 ans, qui est en stade terminal de cancer. Je parle d'une amie qui a 43 ans, qui elle fait son deuxième AVC. En fait, on est déjà, nous les femmes, très concernées par ces problèmes hormonaux, parce que la médecine, pendant longtemps, ne s'est pas du tout intéressée à notre corps. Elle s'est intéressée à notre système reproducteur pour pouvoir le dominer et faire en sorte qu'avec une pilule, on puisse être un corps disponible pour nous et aussi pour les hommes. Mais ces pilules nous détruisent. On sait aujourd'hui que les pilules quotidiennes, l'androcure, le traitement androcure sont à l'origine de nombreux AVC aujourd'hui, enfin concernant ma génération en tout cas. C'est un scandale de plus. Voilà. Donc ça c'est effectivement cette zone grise, c'est que la vie est idéale dans l'obsolète jusqu'à à peu près 50 ans pour les femmes. Après elles sont amenées à vivre autre chose, elles ont une promesse de vie qui est multiple. Et pour les hommes, eh bien, ils restent dans leur village et essayent de refonder un foyer avec une femme, et peut-être une autre après. Du coup, c'est l'occasion d'avoir beaucoup de vies, beaucoup d'émotions différentes dans ce livre. Il y a même une enquête noire, difficile de dire policière parce que ça n'existe plus, mais... oui, parce qu'effectivement, on l'a pas dit, mais il n'y a plus de crime en 2224. Il n'y a plus de féminicide, il n'y a plus d'infanticide. Pourquoi? Parce qu'on va greffer aux adolescents un bracelet modérateur d'humeur. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, l'origine du mal, elle est dans notre équilibre hormonal. Avec cette testostérone, un excès de tout ce qui va déclencher l'anxiété chez nous, peut amener un comportement violent. Et donc on va réguler notre système hormonal, c'est-à-dire que ça va abraser les pics émotionnels qui sont violents. Donc au lieu de secouer son bébé, on va lui parler doucement. C'est-à-dire qu'on ressentira l'agacement, la tristesse, la joie, mais ce sera toutes les émotions tristes, graves et violentes sont abrasées. En revanche, on continue à aimer, à jouir, à rire. Ces émotions-là ne sont pas impactées par ce bracelet. On n'est pas dominé par le bracelet. Un mot sur l'écriture, parce que tu as beaucoup joué avec l'écriture sur ce roman. C'est un formidable terrain de jeu aussi que tu as voulu utiliser pour aller très loin. C'est une écriture cinématographique. On a une voix off, qui est la voix de Rachel, qui nous raconte sa vie, l'arrachement à son village au début du roman, pour arriver vers un village qui se trouve sur la côte d'Opale, qui est une des rares régions encore habitables de la France. Elle vient de l'Est, où tout est parti en fumée. On est ravagé par des feux de forêt en 2224. Et par la voix de Rachel, on comprend comment, depuis 2 siècles, cette société a pu se mettre en place. Qu'est-ce qui a joué? Pourquoi il n'y a plus de religion? Pourquoi on a supprimé toutes les croyances? Parce que c'est à l'origine de tous les combats, de toutes les violences. Pourquoi il n'y a plus d'industrie? Pourquoi il n'y a plus de consumérisme? Donc on est vraiment dans une société beaucoup plus agréable à vivre, empathique. Il y a des cours d'empathie très tôt pour les enfants. Et tout ce qui est décrit dans ce livre, par la voix de Rachel, pourrait déjà être mis en place dès aujourd'hui. Et puis il y a l'histoire, c'est-à-dire cette famille qui va être confrontée au grand recyclage. Il y a plusieurs familles qui sont confrontées au départ des mamans. Et puis on va suivre ces mamans qui montent à bord d'un train et qui vont vers ce domaine que l'on va découvrir. Et il y a
la découverte dans cette société où il n'y a plus de crime, la découverte du cadavre de 3 petites filles. Et ça, c'est totalement incompréhensible puisqu'il n'y a plus de raison de tuer. En plus, tuer 3 petites filles, c'est totalement aberrant. Dans ce monde où on est en voie d'extinction, la vie est plus que tout protégée. Donc c'est un archéologue, puisqu'il n'y a plus de flics, il n'y a plus de police, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de juge, puisqu'il n'y a plus de crime. C'est un archéologue qui est le seul en capacité de s'interroger sur la disposition d'un corps qui va mener l'enquête. Et si vous imaginez ce que peuvent devenir ces femmes après 50 ans, vous vous trompez. Mais on en dira pas plus. Christopher Weeks, on va passer par toi. Donc, je vais citer ton premier roman, Alfie, qui traite de thriller d'anticipation en lien avec l'intelligence artificielle. Et puis, voilà, il y a le nouveau, qui lui aussi est une dystopie, qui se passe en 2084. Clin d'œil à 1984 sans doute. Donc on n'est pas aussi loin que Sophie, on est dans un futur un peu plus proche. Je ne sais pas si tu peux nous décrire un peu ce futur. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Oui, ça se passe en 2084, c'est vrai que c'était un clin d'œil un peu fastoche, mais je me disais ça marchera. Effectivement, je vais faire un clin d'œil, j'aime bien 1984. Alors en fait, l'idée c'est que Alfie se passe, disons, dans un futur. Pour le coup, Alfie n'est pas daté, mais il se passe en 2040, quelque chose comme ça fait très proche. Celui-là se passe un petit peu plus loin, et il y en aura un troisième qui ira encore plus loin. Donc l'idée c'est effectivement de faire 3 dystopies qui poussent chacune quelques curseurs. Donc en 2084, on va suivre un jeune couple qui s'appelle Juliette et Léo, et qui veulent avoir un enfant. Sauf que dans le futur que j'imagine, pour des raisons de surpopulation, etc., on n'est pas tout à fait en 2224 encore, le gouvernement ne donne accès à la parentalité qu'aux citoyens les plus à même d'élever des enfants, donc qu'aux citoyens qui ont le plus favorable au taux de bonheur, qui montrent ostensiblement qu'ils sont heureux et qu'ils sont capables d'accueillir un futur citoyen. Donc on suit ce jeune couple dans tout le périple qui consiste à prouver au gouvernement qu'ils sont capables et qu'ils sont suffisamment heureux pour avoir un enfant. Et puis, alors, il y a plein de trucs. Il faut vraiment apporter la preuve, y compris parce que dans ton futur, tout est apparence. Oui. En fait, tu pousses les curseurs actuels qu'on connaît déjà, mais tu les pousses beaucoup plus loin. Oui, l'idée c'était ça, c'est effectivement de pousser les curseurs. Finalement, le monde que je décris n'est pas si différent de notre monde à nous, il est juste un tout petit peu plus extrême. Donc pour manifester son bonheur, il y a toute forme de réseaux qui existent, sur lesquels on va publier des photos de soi, de sa vie, etc. Tout ça est analysé dans des algorithmes qui estiment si c'est vrai, si c'est faux, etc. Et puis selon votre taux de bonheur, vous avez la possibilité d'habiter un quartier un peu plus agréable, avec des gens qui vous correspondent, un voisinage qui est un petit peu dans la même optique que vous. Tout est régulé par cette capacité à être heureux. Donc nécessairement, c'est un monde qui est régi par le développement personnel et par tout ce genre de trucs. Et donc il y a beaucoup d'apparence, il faut afficher qu'on est heureux. Le problème, c'est quand on doit tuer quelqu'un, c'est compliqué. Parce que tout est filmé en permanence, tout est vu en permanence. Moi, il y a encore des meurtres. Oui, il reste encore des meurtres en 2084. Mais tu parles de bonheur familial, mais en fait, tout le monde pense à soi-même dans le monde que tu imagines. Oui, nécessairement, le taux de bonheur, l'estimation du taux de bonheur, il est personnel. Après, le couple que je suis, c'est quand même un couple qui veut fonder une famille, etc. Donc il y a quand même une idée de bonheur familial, de bonheur conjoint, etc. Mais effectivement, il faut afficher, il faut montrer qu'on est capable de vivre dans cette société qui ne veut que notre bien, finalement. Vouloir notre bien, c'est quand même une société qui flique absolument tout ce qu'on fait. Oui, c'est un flicage, mais qui n'est pas fait par... alors, on suit bien un personnage de policier. C'est quand même un roman policier. Moi, j'ai joué un petit peu avec le code de la science-fiction et un petit peu avec le code du policier ou des thrillers.
Donc on a une enquête policière, la police a toujours un rôle, mais le flicage dont tu parles, c'est le flicage gouvernemental, et c'est un flicage très bienveillant. Il faut le prendre avec... C'est un petit peu noir. Tes personnages sont assez particuliers, tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour les rendre particulièrement sympathiques pour un certain nombre d'entre eux. C'est un peu de sacrée imagerie, quoi. Oui, moi je fais jamais d'efforts de toute façon. Oui, non, j'aime bien quand les personnages sont pas sympas dans les romans. Alors, ils sont quand même très humains. Moi, ils sont humains, mais ils ont tous, je les ménage jamais, quoi. Ils sont comme nous, en fait. Ils ont des côtés positifs et puis des côtés un petit peu plus minables. On est tous comme ça. Donc, je les ridiculise beaucoup, surtout le pauvre Néo. Je suis un peu chargé sur lui. Mais Juliette, bon, elle a des défauts, elle a des névroses, mais finalement elle a un projet qui est louable, hein, qui c'est fonder une famille, avoir un enfant avec son mari, qu'elle aime sincèrement. Et effectivement, on va croiser toute une galerie de personnages, un roman choral, donc on suit les points de vue de chaque personnage. J'ai essayé de vraiment rentrer dans la tête de chaque personnage. Et c'est vrai que quand on est dans sa propre tête, sauf cas exceptionnel, on ne se trouve jamais complètement minable, quoi. Donc, tous ont des justifications, ils mènent leur vie comme ils peuvent, ils mènent leur barque, et là ils se retrouvent dans une sorte de tempête, je ne sais pas dire autrement que de shitstorm en quelque sorte, et il faut qu'ils se débrouillent, quoi. Il faut qu'ils se débrouillent pour s'en sortir, et ils font des choix qui ne sont pas nécessairement les plus vicieux, mais bon, c'est les choix qu'on fait dans la vie, quoi. Et certains font vraiment des très mauvais choix. Oui, ils accumulent quand même. Parce qu'en fait, dans ton livre, parfois c'est noir, on a dit qu'en fait, entre comédie et tragédie. Oui, dans la manière de le raconter. Oui, c'est vrai. En fait, Alfie, le précédent livre, alors les deux livres sont tout à fait indépendants, c'est-à-dire que c'est deux histoires totalement différentes. Les mondes. J'ai essayé de garder une petite cohérence entre les deux futurs que j'imagine, c'était le projet, mais dans le cœur du projet, il y avait aussi l'idée que cette cohérence ne doit pas être totale, comme par exemple dans la trilogie de Benjamin, où il y a vraiment une cohérence. Moi, chaque livre pousse le curseur un peu plus loin, mais chaque livre imagine un futur qui serait un futur un petit peu parallèle, c'est pas exactement le même monde. Mais effectivement, Alfie, le principe d'Alfie, c'est un thriller aussi, c'était de commencer vraiment comme une comédie pure, et puis à un moment donné, basculer dans l'histoire noire, quoi. Et j'étais très content des retours de lecteurs sur Alfie, tout ça, et j'étais très content de constater que le côté comique fonctionnait bien. Les gens me disent souvent, j'ai repris tout ça, ça fait très plaisir. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser un peu avec les lecteurs, parce qu'ils s'attendent à quelque chose de vraiment drôle, je vais leur donner quelque chose de vraiment noir, et vraiment sombre. Donc il y a de l'humour, évidemment, plus que ce que je pensais, parce qu'il y a encore des gens qui viennent me voir en me disant, j'ai beaucoup ri tout ça, vous riez, c'est bizarre, là. Mais effectivement, je ne peux pas m'empêcher de mettre des petites blagues, etc. Là, disons qu'on n'est pas. Alfie, c'est vraiment une comédie sur le mode sitcom, quoi, une comédie familiale, un truc avec des blagues, etc. Là, il y a l'humour, mais c'est l'humour très noir, c'est plutôt satirique. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de rajouter de la comédie. Et puis ça fait partie de la réflexion du roman. Il y a au centre du livre, je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais au centre du livre, il y a une réflexion sur ce qu'est une tragédie et ce qu'est une comédie. Parce que traditionnellement, dans le théâtre classique, en tout cas, la comédie se termine soit par une naissance, soit par un mariage, et la tragédie par une mort. C'est un petit peu schématisé, mais globalement, c'est ça. Et là, on parle de naissance, on parle aussi de mort, donc les personnages se demandent en permanence s'ils sont dans une comédie ou dans une tragédie. Ça vient aussi de ta plume qui est vraiment mordante, ton côté un brin cynique. Il y a un vrai travail sur l'écriture aussi pour faire passer ça, quoi. C'est assez jubilatoire à lire. Merci. Oui, travailler sur l'écriture. Alors, sur le style de l'écriture elle-même, effectivement, le principe du roman choral, surtout dans une narration qui suit chaque personnage, c'est d'essayer de s'adapter à la pensée et à la façon de parler de chaque personnage. Le travail sur l'écriture, pour le coup, il a été. Bon, ça s'est fait assez naturellement parce que j'étais avec mes personnages, je les suivais, j'ai fini par les connaître bien. Le travail d'écriture, c'est aussi le travail de la composition du livre, parce que j'ai vraiment essayé, je me suis vraiment inspiré du modèle de la tragédie racinienne classique, hein, c'est-à-dire vraiment des fils narratifs qui au début sont assez distants, ils finissent par se rejoindre dans un nœud au moment du 5e acte, une sorte de nœud tragique où tout se retrouve. C'est le principe du roman choral aussi.
Mais c'est vrai que j'ai essayé vraiment de composer ça comme une tragédie à l'ancienne. En fait, je me suis dit ça parce que j'aime bien les vieux polars et notamment les films Hitchcock, parce que j'aime ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, un polar, un thriller, comme ça, les œuvres à suspense, les romans, même les romans, j'ai beaucoup lu, avant d'écrire sur moi, j'ai beaucoup lu de policiers anglais du genre Ruth Rendell, Patricia Smith, elle était américaine, mais elle était quand même très européenne comme autrice. Et je me suis dit, ces gens-là qui font du suspense, en réalité, c'est pas si différent que ça de ce qu'on appelle une tragédie, à l'époque de Racine. Je parle aussi de Sophocle, etc., de l'Antiquité, mais finalement, la construction du thriller et la construction de la tragédie sont deux constructions très proches. Moi, c'est ce que je préfère dans l'exercice de l'écriture, c'est vraiment la composition, essayer de construire une histoire et de suivre les fils narratifs. C'est ce qui me donne le plus de jouissance. Merci. Benjamin, en dehors d'être écrivain, tu es aussi cofondateur et directeur des éditions Playlist Society. Tu peux peut-être en dire un mot, juste pour dire ce que tu publies. Oui, Playlist Society, c'est une maison qui fait des essais sur le cinéma, la musique, la littérature et les jeux vidéo. Donc sur un ensemble d'approches pop culture, où on essaie de trouver un point de rencontre entre quelque chose d'assez universitaire et analytique, et en même temps quelque chose de très fun, de très dans la vulgarisation. Voilà, bon résumé. Donc là, on va parler d'une trilogie. Alors c'est une trilogie, même si on en parlera après, on peut les lire aussi individuellement. Ça a commencé en 2019 avec la transparence selon Marina. Ensuite, il y a eu en 2021 Silence selon Manon. Et maintenant, est sorti cette année L'absence selon Camille. Alors, on n'est pas loin de 84, là on est en 2060. Un autre monde, différent. Tu peux décrire aussi, parce que là aussi on est loin des visions apocalyptiques, c'est le temps de la transparence. Alors, la transparence, c'est un système post-capitaliste qui a été mis en place à l'aune des années 2030. Et donc, c'est un système qui est essentiellement fondé sur la capitalisation des données des citoyens, où en fait toutes les données qui étaient avant privées des personnes deviennent un bien public et sur lequel les gouvernements vont s'appuyer pour mettre en place des politiques économiques, sociales, écologiques. Et donc en fait c'est un peu, on passe dans un monde où les pays deviennent gouvernés comme le sont aujourd'hui les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, leur principale cible, c'est de collecter de la donnée sur leurs clients. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire de cette donnée, mais l'important, c'est de la collecter. Et il se passe la même chose avec les gouvernements. On collecte toutes les données possibles sur les citoyens, on les donne à digérer par des intelligences artificielles, et on en tire des politiques qui, de manière un peu surprenante, fonctionnent. Parce que ta société fonctionne d'une certaine façon. Enfin, la nôtre actuelle ne fonctionne pas bien, l'autre non plus, mais elle fonctionne en tout cas différemment. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui, le monde actuel, on peut dire qu'il est confronté, le monde occidental en tout cas, est confronté à trois grands périples. Le périple écologique, un périple d'inégalité sociale et le périple des crises démocratiques. Et donc ce système de transparence post-capitaliste permet de répondre à ces trois points. Donc la question écologique et une vraie amélioration des crises avec une gestion grâce aux données où vraiment on produit exactement ce que les personnes ont besoin, on peut interdire les consommations à certains moments, on peut réguler les flux et du coup tout ça apporte quelque chose de positif par rapport au traitement des énergies fossiles et donc bon an mal an on arrive à limiter l'augmentation du réchauffement qui permet que le monde continue d'être toujours vivable. Sur les crises économiques, les inégalités sociales, il y a vraiment une mise en place du revenu universel. On a une économie qui est totalement pilotée par les intelligences artificielles et qui limite la croissance et les marchés financiers, et donc avec un équilibre qui est beaucoup plus important. Et enfin, au niveau démocratique, ce système de la transparence fait que chacun est obligé d'être soit
sur Internet, il y a une disparition des manipulations, des fake news, des campagnes de déstabilisation politique, et surtout Internet redevient un peu une place d'échange, de construction du débat social, voilà. Et donc la transparence, finalement, on pourrait dire un peu une sorte de système rêvé par rapport au capitalisme aujourd'hui, même si effectivement on va avoir beaucoup de défauts aussi dans ce nouveau modèle, parce que chaque solution souvent implique des sacrifices. Et là, il y a des sacrifices de liberté qui sont faits, des sacrifices par rapport à la réalité et par une bascule vers l'intérêt pour le monde virtuel. Oui, ça a beaucoup d'effets, beaucoup de défauts, et tout le monde n'accepte pas cette ultra-transparence qui fait une perte totale de ses libertés. Oui, c'est en fait, du coup, on se retrouve dans un futur où les enjeux politiques sont beaucoup autour de la question d'identité. Est-ce qu'on doit tout savoir sur tout le monde? Est-ce qu'on laisse les gens... Un des gros enjeux, c'est que comme les gens sont obligés d'être eux-mêmes sur Internet, avec leur véritable identité, à partager leurs données comme un bien commun, les États, pour ne pas être dans quelque chose de totalitaire, leur laissent la possibilité d'être anonymes dans la réalité. Donc une sorte d'inversion des paradigmes par rapport à aujourd'hui. Et du coup, en fait, en changeant ces règles, où c'est Internet où on les soit, et où c'est la réalité où on peut un peu se réinventer, avoir des vies différentes, ça change complètement le fonctionnement des sociétés. Donc ça change les relations d'amitié, d'amour, et ça change aussi les règles du roman noir, du polar, des intrigues, où du coup les enquêtes se passent complètement différemment. Et donc on va suivre sur 40 ans un groupe de personnages qui chacun va se positionner différemment par rapport à ce nouveau monde. Certains vont le soutenir, d'autres vont le combattre, et on va suivre à la fois des politiciens, des activistes qui luttent contre la transparence, des personnages qui se retrouvent un peu pris au piège au milieu de tout ça, et où on va en fait essayer de refaire une cartographie un peu de ce nouveau monde et comment ça se passe émotionnellement pour les personnes. Tu as commencé à lire, c'est un sacré mélange de genres parce que c'est à la fois de l'anticipation, du polar, du roman noir, social et politique, du thriller. C'est carrément l'éventail large que tu arrives à maîtriser à tous les niveaux. Alors, merci. Le dernier point, c'est pas une question, je suis d'accord. Non, mais ce que je peux dire dessus, c'est que je pense que c'est peut-être à la maison d'édition, à mon parcours d'éditeur d'essais aussi, dans la pop culture. C'est-à-dire que quand on fait des essais en pop culture, en gros, on essaye un peu de mélanger, je sais pas, les mangas, les Chevaliers du Zodiac, et Nietzsche avec Degas, quoi. C'est vraiment essayer de dire que tout ce qu'il y a comme œuvre aujourd'hui, et que notamment la littérature de genre, c'est ultra important. Et si on arrive je pense avec une vraie sincérité à mettre tout ça dans un même niveau, mais sans tirer par le bas, du coup ça génère un peu des envies de se dire aujourd'hui on peut faire vraiment de la philosophie et de la politique, mais dans un roman on va piquer des idées à One Piece et à Naruto. Tout en restant fun, c'est ça. Du coup, ces trilogies, alors, je conseille évidemment de lire les trois dans l'ordre, mais ce qui est assez bluffant, je trouve ça vraiment bluffant, c'est qu'on peut lire le troisième de manière totalement individuelle, alors que c'est totalement lié aux autres. C'est un boulot quand même qui paraît assez développé. Ouais, alors ça c'est un très gros enjeu qui est toujours dur, je trouve, sur les troisièmes tomes. C'est qu'il faut réussir à faire quelque chose qui puisse effectivement être lu pour des gens qui prendraient le train en marche. Et en même temps, pour ceux qui vont avoir lu les deux précédents tomes et qui vont lire vraiment comme une conclusion, il faut que ce soit quelque chose qui soit hyper satisfaisant à la fois d'un point de vue narratif, mais en plus, ils n'aient jamais l'impression de relire quelque chose d'avant. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens pour réexposer l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu, d'une manière qui va éclairer l'histoire sous un autre angle pour ceux qui ont déjà lu les deux premiers tomes. Et du coup, ça peut paraître une contrainte forte au début, mais en fait, c'est une contrainte qui est hyper nourrissante, parce qu'en se collant à cet objectif, on est obligé de revisiter ce qu'on a déjà écrit, mais d'en tirer
des contradictions, des paradoxes, peut-être représenter des événements d'un autre point de vue. Et ce qui se passe, qui me paraît, qui est un truc avec lequel j'aime beaucoup faire, c'est que des personnages qui pourraient paraître les héros ou des premiers tomes, revus d'un autre angle, en fait, deviennent plus ambigus, et des choses où on s'est dit ah bah oui, moi je me range du côté de ce personnage, en fait, vu dans le troisième, on se dit mais en fait c'est un salaud ce personnage, on n'était pas. Et c'est un peu être dans ses propres contradictions, de ses pensées, de sa vision du monde, voilà, par ce petit décalage de point de vue. Parce qu'on est aussi le roman choral, donc tu es occupé des ressentis, donc on a l'impression de comprendre les personnages, mais est-ce qu'on les comprend vraiment entre ressenti et vérité? C'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire faire suivre un personnage, être dans sa peau, et donc on se dit, on comprend ses motivations, on comprend ses traumatismes, et puis après on revoit ce même personnage d'un autre point de vue, et en fait on découvre que c'est un personnage qui va penser des choses assez ignobles d'un point de vue politique, que c'est un personnage qui est hyper toxique, qui est violent, et que en fait les récits que lui se raconte dans sa tête pour incarner sa place dans le monde, en fait sont hyper négatifs. Merci. On va développer un peu ce concept de dystopie. Sophie, si tu veux rebondir sur c'est quoi ta définition personnelle de la dystopie? Qu'est-ce que ça a comme sens de décrire un récit de dystopie, d'anticipation, appelle-le comme tu veux. Je répondrai par le biais du roman noir. Le roman noir, c'est l'exploration des angles morts de la société. Et la dystopie, c'est aussi un moyen d'explorer ces angles morts, mais en se projetant dans un futur réaliste ou pas. Ça permet d'aborder des thématiques contemporaines sans rebondir, sans surligner des actualités politiques ou criminelles. Donc la dystopie, ça permet de se projeter très loin et de se dire « et si dans 1 ou 2 siècles ?» La différence obsolète par rapport aux dystopies, aux 2 autres ouvrages, c'est qu'on est dans une époque de slow tech. Parce que toutes les études actuelles, on le sait, nous disent que nous n'aurons plus les moyens de vivre avec cette surproduction de technologies. On n'aura plus la possibilité de refroidir les data centers. On va devoir réduire notre consommation numérique. On va devoir réduire également tout ce qui a trait à la technologie qu'on a avec nous, par exemple le téléphone portable. Les batteries, il faut plus de 40 ingrédients différents, matériaux différents pour les fabriquer. Dans 2 siècles, il n'y aura plus cette possibilité-là. Donc, il n'y a plus de téléphone portable. On est revenu à un téléphone filaire. Il n'y a plus de voiture, puisqu'on est beaucoup plus sédentarisé. On est sur des communautés de petites villes qui sont autosuffisantes. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus vertueux. Mais on a toujours accès, il y a le métaverse, il y a une IA qui est bienveillante, elle aussi, qui n'est pas du tout l'IA dominatrice, qui surveille tout le monde. Voilà, elle accompagne un humain de sa naissance jusqu'à sa mort, un peu comme une amie. Donc on est vraiment dans une époque beaucoup plus raisonnable. L'homme s'est adapté à la nature, et tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, qui remonte au néolithique, à partir du jour où l'homme a décidé de prendre le pouvoir sur la nature, eh bien, il a décidé d'un mécanisme de destruction, et on en est là aujourd'hui. Donc à partir du moment où on décide de s'adapter à la nature et à ce qui nous environne, ce sera beaucoup plus facile d'envisager un avenir pour l'humanité. Donc ce côté un peu écolo qu'on retrouve dans Obsolète, effectivement, on va dans le sens des sociologues, des philosophes qui, depuis, c'est pas nouveau, depuis des siècles, ont parlé de cela, de la domination du mal, le mal M-A-L, au travers de la domination. C'est pour ça qu'ainsi, on n'est pas du tout dans l'idée d'une société qui nous observe, c'est l'opposé de 1984.
C'est plutôt une société dans laquelle on ne se regarde pas, on se surveille, mais pour se protéger des animaux qui vivent dans la forêt qui est devenue totalement sacrée et où on ne s'aventure pas. Donc j'ai pas du tout répondu à ta question, mais si. Si, ça répond. C'est ta manière de voir la dystopie. Christopher, ta manière de la ressentir, ta manière de l'appréhender. Comment tu... Alors moi je me suis jamais dit que j'étais en train d'écrire une dystopie. Enfin, c'est vrai que c'est un genre de science-fiction en soi. Moi je me méfie un peu de la notion de genre. De toute façon, de toute manière en littérature, j'aime bien mélanger tout. J'aime bien, comme je disais tout à l'heure, comédie, tragédie, polar, science-fiction, roman social, etc. Mais ça, je crois que tous les trois, en tout cas, on est sur la même ligne. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sophie, c'est-à-dire quand on imagine un possible futur, ça permet tout simplement en fait de pousser le curseur du présent et de représenter le présent sous un angle tout petit peu différent. Voilà. Finalement, l'objet, quand même, beaucoup de littérature, j'allais dire de toute forme de littérature, c'est peut-être pas le cas, je sais pas, généraliser ça, mais en gros, quand même, la littérature, l'un des objets de la littérature, c'est de représenter le monde dans lequel on vit, d'essayer de comprendre un milieu, etc. Il y a plein de façons de faire ça, on peut faire du polar, on peut faire de la SF, on peut faire la dystopie. Disons, le roman d'anticipation a cette capacité-là d'avoir un angle qui lui est propre, qui est, je me projette dans le futur, j'imagine un truc qui n'existe pas encore, mais qui va me permettre peut-être de parler du présent de façon un peu différente. Après, le mot dystopie, moi je m'en défie un peu, mais comme tous les mots qui peuvent qualifier très précisément un livre appartenant à tel genre donné, parce que quand on parle de dystopie, c'est souvent en opposition à l'utopie. Je crois que nos trois livres sont un petit peu sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on présente plus ou moins des utopies qui peuvent s'avérer dystopiques. Donc est-ce que c'est compliqué, on en parlait tout à l'heure entre nous, écrire une utopie, il y a des auteurs qui le font, des autrices qui le font, et je trouve ça très bien. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas que ça m'attire pas, mais je trouve ça compliqué, parce que dans le principe d'un roman, quand même, on fait quelque chose de romanesque, on a des personnages. Quand même, la base, c'est qu'à ces personnages-là, il faut qu'il leur arrive des emmerdes à un moment donné, sinon il n'y a pas d'histoire. Moi, quand même, mon objectif premier, c'est de raconter une histoire. Donc, il faut que je mette des embûches sur le chemin du personnage. Si on est dans une totale, où tout va bien, il n'y a pas d'emmerde. Et c'est quand même dommage. Benjamin. Alors, évidemment, en phase avec ce qu'ont dit Christopher et Sophie, je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où on fait un roman dans le futur et où la société existe encore, on est de fait dans une utopie. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu une apocalypse, la société dans le mal perdure avec des contraintes. On pourrait aujourd'hui qualifier d'utopie tout roman futuriste où les humains existent encore. Donc ce serait pas déconnant. Moi, ce que je peux dire là-dessus, que je pense que c'est assez intéressant, c'est que quand j'ai commencé la trilogie, j'ai commencé à écrire en 2017-2018, et quand le premier tome sort, on était peut-être dans le tome classé dans la dystopie. Et du coup, je me souviens que je demandais un peu de manière provocante aux gens, aux lecteurs et aux lectrices, quelle part de liberté ils étaient prêts à sacrifier pour maintenir leur vie occidentale telle qu'aujourd'hui. Et donc je questionnais un peu sur le fait que le roman, même si la vie avait perduré, qu'il y avait une perte de liberté qu'on pouvait quand même questionner et tout ça, donc j'étais un peu en mode bah oui, en fait, on ne peut pas sacrifier cette liberté juste pour continuer à conserver nos privilèges. Quoi. Et clairement, 5 ans plus tard, je suis dans le camp de ouais, ok, sacrifions toutes les libertés si ça nous permet de continuer. Et donc, moi-même, c'est-à-dire que je pense qu'au début, je pensais écrire quelque chose qui était plutôt de la dystopie, et aujourd'hui, je me retrouve à prendre les propositions de loi qui sont dans le roman, à les lister, à les étoffer, et limite à les envoyer en disant attendez, j'ai une proposition de fonctionnement politique qui pourrait permettre de faire des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la dystopie est très liée à un contexte de vie. Ce qu'on trouve grave et terrible, en fait, c'est en comparaison de notre quotidien. Et dans un quotidien qui aujourd'hui se désagrège de plus en plus au niveau politique, international et écologique, je pense que plein de gens qui faisaient la dystopie avant seraient très contents de vivre dans le futur qu'ils ont imaginé.
Je vais juste compléter ce que tu dis, je me retrouve tout à fait, parce que moi aussi je commence à penser à des projets de loi par rapport à ce qu'il y a dans l'obsolète. Par exemple, l'obsolète, il n'y a plus TikTok. Voilà. On a supprimé tous ces réseaux qui sont extrêmement toxiques et qui sont à l'origine de suicides, qui sont à l'origine de comportements déviants chez les enfants, des petites filles qui se maquillent à 8 ans, pas des choses qui sont totalement aberrantes. Donc TikTok, c'est... on n'en a pas besoin. Voilà. C'est quelque chose qui est surtout là pour collecter des données, pour nous faire regarder plein de petites vidéos pendant des heures et des heures qui sont choisies en fonction de ce qu'on a aimé regarder. Et en fait, là, on est vraiment en 1984. Je pense que TikTok, c'est en soi de la dystopie. Donc, dans l'obsolète, on s'est affranchi de ces réseaux qui sont extrêmement toxiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les dystopies actuelles par rapport à 1984? Est-ce qu'il y a des vraies différences dans ce qui est écrit aujourd'hui par rapport à ce qui est aux classiques qu'on nomme régulièrement, mais qui sont formidables, hein, mais qui peuvent avoir un côté aussi daté? Qu'est-ce qui les différencie, pas obligatoirement au roman, mais de manière plus générale, ce qui sort actuellement? La place de la femme. Dans 1984, je le cite au début du roman, il y a un passage qui dit quand je l'ai vue dans la lumière, c'était une vieille, 50 ans au bas mot, ça ne m'a pas arrêtée, j'y suis allée quand même. Dans la plupart des dystopies écrites entre 1930 et la fin de 1999-2000, notamment chez Philippe Cadic, les personnages féminins sont soit des androïdes qui sont prêtes à tout, soit des femmes qui ont plus de 40 ans et qui sont profondément déprimées et qui survolent le livre dans l'adaptation de Blade Runner, qui est donc adapté d'un roman de Philippe Cadic qui s'appelle les moutons électriques, les androïdes fictifs de moutons électriques. Le personnage principal, joué par Harrison Ford, est marié. Il a une femme. Et au début du livre, cette femme, elle est dans le premier chapitre. Et donc c'est une femme déprimée qui reste à la maison, qui ne fait pas quelque chose de sa vie. Et on la retrouve à la fin du livre, où là, elle est super active. En fait, elle voit que son mari est fatigué, elle va lui préparer un café. Voilà, ça c'est la femme de plus de 40 ans dans une dystopie écrite par Philippe Cadic. On a beaucoup de clichés sur les femmes, aussi dans le cinéma. Hein, c'est toujours des blondes, minimum 25 ans, qui tombent amoureux de Charlton Heston, d'hommes beaucoup plus âgés et très virils. On est vraiment dans une représentation extrêmement cliché des femmes. C'est ce qui est rigolo à regarder. Enfin, moi j'adore. Mais voilà, je ne cautionne plus. Je signale juste, parce que je rebondis sur ce que tu dis, que vient de sortir un livre de Julia Newman qui est pendant féminin de 1984, c'est-à-dire qu'elle a réécrit 1984 du point de vue du personnage féminin, qui est pas très présent dans la version initiale. Du coup, elle l'a réécrit sur la même histoire, mais du côté du personnage féminin, et c'est Julia le roman. Et c'est pas juste un effet, c'est vraiment intéressant parce que du coup, le personnage prend de l'étoffe. Et c'est plus du tout le même livre, alors qu'elle parle exactement de la même histoire. C'est dans la continuité de ce que vient de dire Sophie, les auteurs de SF qui ont été beaucoup des auteurs, et pas des autrices, à part Ursula Le Guin, se projetaient dans un futur où on imaginait des évolutions technologiques, des évolutions politiques avec des dictatures, avec des mondes totalitaires, parfois des évolutions sur l'écologie, si on prend J.G. Ballard avec ses livres sur les crises climatiques, mais très peu de projections sociales sur le progressisme, l'évolution de la place des minorités, et donc la question des femmes, mais aussi des LGBT, des minorités, des autres pays dans une version un peu moins focusée sur l'Occident, était assez peu présent dans les projections. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une SF qui arrive, qui
quand même plus progressiste, peut-être plus queer, plus ouverte sur ces questions-là. Et en tout cas, quand on conçoit des futurs possibles, la question sociale est beaucoup plus prise en compte. Voilà. Et après, le truc que je voulais dire sur la dystopie, c'est que c'est un peu son disant, c'est que en fait, notre quotidien aujourd'hui serait un quotidien dystopique pour les auteurs de SF des années 60. Que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit... si Orwell, on lui avait montré ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, il aurait vu ça comme un avenir qui n'allait pas arriver, mais qui était un pur avenir dystopique. Donc, en fait, le réel, la dystopie aujourd'hui, c'est réel. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait comme auteur? Est-ce qu'on va dans de l'ultra-dystopie pour aller vraiment sur des trucs encore plus atroces, quitte à devenir... En fait, le problème, c'est que si on fait des trucs plus atroces que la réalité d'aujourd'hui, ce ne sera pas crédible. Parce qu'en fait, la réalité est déjà tellement folle. Donc, je pense quand même que d'une certaine manière, l'utopie, aujourd'hui, est un peu une des voies principales à creuser pour les auteurs et autrices de science-fiction et de prospective. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu parlais de 1984, mais effectivement, ce que fait Poutine, c'est exactement ce qu'il fait pour 1984. Il a réécrit les journaux, il a réécrit l'histoire. Et c'est assez effrayant. Christophe, tu veux rebondir encore pour conclure? Par rapport à la différence entre la dystopie aujourd'hui et dans les années... Oui, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades. Nécessairement, les livres qu'on écrit sont tributaires de l'époque dans laquelle on vit. Donc il y a plein de problématiques qui sont apparues, qui n'existaient pas dans les années, qui étaient ignorées, qui étaient volontairement oubliées dans les années 40-50 et qui maintenant existent dans nos sociétés, fort heureusement, et donc la littérature s'en est reflet. Donc ça c'est normal. Après, il faut toujours se méfier, on a toujours l'impression d'être plus intelligent que les générations précédentes. Et ce qu'on écrit aujourd'hui, ce sera des clichés dans 60 ans aussi. Merci tous les trois. Je voulais... on reviendra dans 10 ans. J'ai juste enlevé ma casquette d'intervieweur, je vais me permettre quelque chose, et pour juste remettre ma casquette de lecteur. Pour lecteur, je lis une centaine de livres par an. Je vais juste vous dire que les 3 livres-là sont 3 des 10 meilleurs livres que j'ai lus cette année. Et je ne peux que vous les conseiller, et quand je le dis vraiment, c'est en tant que lecteur. Et par rapport à ces 10 dernières années, à peu près pour qu'on se fasse quand même, qu'on se situe. Je vais réfléchir. Merci à tous, merci beaucoup. Merci.